Bonjour et bienvenue sur le plateau du Face à Face d'ACI TV, notre émission politique, mais aussi sociale, parfois syndicale, parfois économique. Ça dépend un petit peu de l'actualité. Et aujourd'hui, on a une actualité un peu particulière. Je reçois Richard Galicier. Bonjour. Bonjour. Vous représentez la Fondation d'Auteuil. Alors, Apprentis d'Auteuil, oui, tout à fait. Apprentis d'Auteuil, voilà. Œuvre d'église. Œuvre d'église reconnue d'utilité publique, effectivement. Donc du catholicisme social, on peut dire. C'est une œuvre qui inspire, dont l'action est inspirée donc par l'Évangile et les valeurs évangéliques, mais voilà, qui est un des acteurs donc de l'action sociale d'aujourd'hui. Ça a le mérite de la clarté. Vieille fondation. Alors, vieille fondation, puisque nous sommes nés donc en 1860, c'est une œuvre parisienne, puisque c'est un prêtre parisien, l'abbé Roussel, qui a fondé cette œuvre, qui au départ, effectivement, s'appelait l'œuvre de la première communion, et qui a beaucoup évolué. Et sa mission a été de recueillir des jeunes parisiens, et plutôt que ces jeunes errants, donc à l'époque, aillent à la prison de la Roquette, ouais. Eh bien, il les a accueillis, et son intuition première, ça a été qu'il fallait qu'ils aient un métier et une éducation pour pouvoir bien démarrer donc, dans la vie. Donc on peut presque dire que ça a été un petit peu l'inventeur de l'enseignement technique donc d'aujourd'hui. Et son intuition a été de mettre tout de suite ces jeunes dans des institutions de formation sur des métiers donc, traditionnels. Et de leur offrir un cadre donc d'éducation. Alors par la suite, il y a eu un assez gros développement par une figure qui est la plus connue donc de la Fondation d'Auteuil, donc qui s'appelle le Père Brottier, donc dans les années 30. Et cette œuvre qui était essentiellement basée donc à Paris. Dans le quartier d'Auteuil, puisqu'à l'époque de 1860, Auteuil n'était pas dans Paris, c'était le petit village de campagne. Et bien cette œuvre, longtemps, c'est 1862 l'intégration. Voilà, c'était juste avant. Ouais. Donc, eh bien le Père Brottier donc a développé l'œuvre, et ce qui fait qu'aujourd'hui donc nous sommes une fondation qui accueillons pratiquement 14 000 jeunes sur le territoire national et sur quelques départements d'outre-mer, auprès de 200 établissements, et notre mission c'est bien d'accueillir et d'aider donc à s'insérer des jeunes globalement de 16 à 21 ans, mais de fait, on va de 0 donc à 26, pour les aider donc à s'insérer donc dans la vie, et avec un très grosse implication et un très gros travail auprès des familles pour aider les familles donc dans le rôle éducatif. D'accord. Vu l'époque, j'ai envie de dire, il valait mieux que Gavroche soit à l'atelier que sur les barricades. Gavroche, il était où il pouvait, mais effectivement, quand il était donc à l'atelier, il avait la chance d'apprendre un métier, et puis de démarrer dans la vie. Alors, on vous appelle les orphelins apprentis d'Auteuil, c'est le titre exact ? Alors, on peut revenir sur l'historique, mais c'est pas forcément... Je dirais, est-ce que les 14 000 jeunes que vous avez sont tous des orphelins ? Non. Voilà, alors, juste, la vraie question, c'est voilà, ça. Juste un mot, si vous voulez, sur le nom, parce que c'est effectivement... donc toujours intéressant, de l'œuvre de la première communion qui a duré peu de temps. Donc la fondation s'est appelée pendant des années les orphelins apprentis d'Auteuil, parce qu'effectivement, vu l'époque et du Père Brottier, donc entre les deux guerres, la fondation a accueilli énormément d'orphelins. Bon, mais la réalité sociale donc d'aujourd'hui fait qu'il y a quasiment plus donc d'orphelins donc à accueillir, et que donc il y a une dizaine d'années, la Fondation a essayé de se mettre en cohérence avec les jeunes qu'elle accueillait et son nom, voilà. Et d'ailleurs, très souvent, moi j'ai vu des jeunes, et j'en connais, qui disaient « Oui, mais on n'est pas des orphelins », enfin bon, voilà. Donc il y a eu une première étape qui a été le passage au nom de Fondation d'Auteuil, et qui reste le nom juridique. Voilà, et en fait, pour mieux faire comprendre ce qu'on fait,
notre nom, donc de communication, je dirais, sur le public, c'est Apprentis d'Auteuil, parce que vous retrouvez Auteuil qui est notre ancrage historique, et voilà, donc c'est le nôtre. Il y a toujours un établissement à Auteuil. Il y a toujours des jeunes donc à Auteuil, dont je m'occupe, et donc il y a ce terme d'apprenti qui pour nous est très important, parce que c'est à la fois une notion historique pour nous qui est l'apprentissage d'un métier, mais au-delà de cet apprentissage du métier, c'est bien l'apprentissage de la vie, et de voir comment la Fondation soutient ces jeunes à apprendre, à s'insérer et à apprendre à rentrer donc dans la vie active et à construire une vraie vie professionnelle, affective. Et, comment arrive-t-il chez vous ? Pardon ? Comment arrive-t-il chez vous ? Alors, il y a plusieurs manières, je dirais, mais enfin, donc il y en a deux donc principales. Il y a à peu près 20% des jeunes qui sont accueillis par le biais donc des services sociaux, donc d'État, donc soit ce qu'on appelle l'aide sociale à l'enfance, puisque l'ancienne DAS, puisque ça s'appelait comme ça donc à une époque, n'a plus cette mission-là, donc la mission de protection des enfants est dévolue maintenant donc au département. Donc c'est les services du département des conseils généraux qui nous confient donc des enfants, et ils le sont confiés soit pour être un petit peu technique, dans le cadre d'une mesure administrative, soit dans le cadre d'une mesure judiciaire, donc de prévention. Donc ça veut dire que vous avez des jeunes qui rentrent sur ordonnance d'un juge ou sur décision de l'administration. Voilà. Donc ça c'est à peu près donc 20% des jeunes, et les autres jeunes c'est 80% donc des parents qui souhaitent que leur qui s'en sortent pas et qui vous demandent un coup de main. Voilà, moi j'aime pas vous savez cette notion de parents, de mauvais parents, des parents. Ah non, j'ai pas dit mauvais parents, j'ai dit qu'ils s'en sortent pas, voilà. Ça n'a rien à voir. Voilà, tout à fait. Et vous avez tout à fait raison. Et c'est des parents vraiment qui sont démunis, qui sont désemparés, et qui donc appellent la Fondation parce que leur enfant, parce que Kevin, il a 2 ans de retard, parce qu'il se cogne dans les murs donc à l'école classique, et qu'il n'arrive pas à trouver sa voie, et que la Fondation, de par notre expérience et ce qu'on sait faire, peut être une solution. On n'a pas la solution à tout, mais ça peut être une solution. Ils savent que vous êtes une œuvre d'église quand ils viennent. Bien sûr, et on est extrêmement transparent et très clair là-dessus. Mais vous savez, quand vous accueillez 70 nationalités donc différentes, puisque c'est le cas donc à la Fondation, que vous accueillez toutes les religions et qu'on donne la possibilité à tous les jeunes qui sont accueillis chez nous de pouvoir vivre leur religion, voilà, c'est notre manière à nous de vivre. Oui, en même temps, si vous accueillez des jeunes d'origine musulmane, vous leur donnez des aumôniers, pas des imams. Alors, on leur donne pas d'imams, effectivement, parce que parce que c'est pas notre vocation. En revanche, s'ils ont besoin donc aller à la mosquée, on va les aider donc à aller donc à la mosquée. Ils feront le Ramadan donc chez nous. On les aidera donc à faire le Ramadan. Et je vais même un petit peu être provocateur, si vous me permettez. Mais c'est peut-être nos éducateurs qui les formeront un peu donc au Coran et à la réalité de leur foi. Parce que on a des gens qui sont assez intéressés donc à toute la question de la spiritualité. Je crois qu'il faut plus aborder la question de l'ancrage et de l'ancrage catholique, si vous voulez, plus sur la dimension de la spiritualité plutôt que de la dimension de la foi et de la religion. C'est-à-dire que moi, en tant que responsable, j'ai pas de prime à ce que j'ai 10 baptisés par an dans mes établissements. Par contre, ma mission, c'est que les jeunes puissent découvrir et exprimer et vivre une dimension spirituelle, quelle qu'elle soit. C'est pas mon problème. Il n'y a pas d'obligation d'aller à la messe. Aucune. D'accord. Aucune. Ça a été le cas. Ça a été le cas. Je sais que ça a été le cas. Mais non, pas du tout. Moi, ce qui me gêne, mais c'est pas particulier à vous, parce que j'ai déjà vu cette situation dans plein d'endroits en France, c'est que effectivement les services sociaux d'un État par essence laïque confient des enfants à des établissements confessionnels. Oui. Il n'y a pas que vous, j'ai plein d'exemples. Bon, ça s'explique très facilement. Il y a une tradition de l'Église, il y a des bâtiments, souvent des beaux bâtiments d'ailleurs, il y a de la place. Et puis, il y a du personnel
dévoué et pas très cher. Donc, bon, c'est une facilité pour l'État. Alors, ceci, je connais des orphelinats qui sont tenus par des bonnes sœurs. Le personnel n'est pas très cher. Écoutez, voilà, donc je trouve qu'il y a un hiatus entre la laïcité dont tout le monde parle en ce moment et le fait qu'on confie des jeunes à des établissements confessionnels. Bon, moi, ce qui est important, c'est une facilité qui me gêne un peu. Oui. Mais bon. Mais alors là, je dirais, bon, c'est pas notre responsabilité. Nous, on est un acteur et on essaye de remplir une mission et on essaye de s'exprimer donc sur cette mission et de défendre donc des convictions. On a des jeunes qui ont des difficultés. Donc on a des établissements, des professionnels, des bénévoles aussi. Et vous êtes partiellement financé par l'État? On est à 40% financé par l'État et le reste c'est des fonds publics, c'est des fonds privés, pardon. Oui. Voilà. Donc ça coûte moins cher à l'État. Oui, mais de toute manière, il faut bien que quelqu'un le fasse. Oui, non, vous avez des pays où c'est totalement privé. Je ne sais pas si c'est... Voilà, enfin on peut... J'ai pas envie de dire c'est le résultat qui compte, mais voilà. Donc partons de ces jeunes et partons de ce qu'on fait. Donc il y a des jeunes qui sont en difficulté et donc par divers moyens et on a vraiment adapté donc les moyens. Et quand l'État nous donne pas assez de moyens, on se débrouille pour essayer de trouver d'autres moyens pour le faire. Et donc notre souci, nous, c'est les jeunes et ce qu'on peut donc leur apporter. C'est d'ailleurs et c'est une nouveauté donc pour la Fondation, mais on a senti que c'était de plus en plus important de le faire. Le sens du plaidoyer donc on a sorti au moment donc des élections pour dire il faut absolument pour la jeunesse qui est un vrai enjeu. C'est un document dont on vous on va en parler. Je veux terminer avec votre organisation. Vous êtes organisé en région? Alors, en fait, la Fondation est effectivement importante puisque 5500 collaborateurs, il faut quand même donc les organiser. Donc, effectivement, donc on est organisé donc en région. Donc, il y a un siège. En région géographique. Voilà. Donc, il y a un siège qui se trouve toujours donc sur le site donc du 40 rue La Fontaine. Et donc, vous avez des régions. Et après, vous avez donc donc on regroupe les établissements par des entités. Donc, par exemple, pour ma part, je dirige un groupe d'établissements qui se trouve sur Paris et la Seine-Saint-Denis. Et donc mon rôle, c'est de les coordonner et de faire en sorte que de faciliter donc leur action. Et après, donc on descend entre guillemets donc au niveau des établissements et un jeune appartient donc à un établissement puisque c'est bien d'eux dont il faut parler. Voilà, il est accueilli, il peut être formé. Vous êtes présent dans toutes les régions? Alors, je veux dire physiquement, est-ce que vous avez des établissements dans toutes les régions? Non, pas donc dans la quasi-totalité des régions, mais on doit travailler avec plus de la moitié donc des départements. Mais la Fondation est importante, mais elle n'est pas omniprésente. Elle est pas partout. Voilà. Vous avez des établissements en Outre-mer? Oui, tout à fait. Donc on a des établissements donc à la Martinique et au Dom-Tom et à Mayotte. Donc pas au Dom-Tom, à la Réunion et à Mayotte. Donc Martinique, Réunion, Mayotte. Voilà. Des établissements qui doivent avoir du travail, j'imagine, parce que... Oui, parce que notamment, je pense à Mayotte parce que donc on en a beaucoup parlé et on essaye, si vous voulez, notamment dans ces départements, mais comme ailleurs, nous notre rôle, parce qu'on a de l'histoire, on a donc un savoir-faire. On essaye d'être innovant, si vous voulez. Et donc à Mayotte, il y a eu un lycée assez donc atypique qui a été créé. Et voilà, donc on essaye de mettre nos moyens donc au service de la collectivité pour créer des choses un peu nouvelles et donc qui puissent servir à d'autres. Okay, vous sortez les enfants de l'échec scolaire et vous les amenez vers l'enseignement technique, pour simplifier. Alors, voilà, c'est vrai qu'il y a peu... notre mission, nous, c'est pas d'aller donc vers l'enseignement général où c'est vraiment donc à la marge. Donc le cœur de nos enfants, si vous voulez, ils ont entre 6 et 21 ans, c'est-à-dire qu'on a quelques écoles primaires, mais le gros de nos établissements, ce sont effectivement des collèges et des lycées. Et on a une grosse action sur le collège, une vraie réflexion donc actuellement sur le collège d'ailleurs qui est décrite dans ce plaidoyer. Et après, c'est de former donc à plus de 65 métiers, si vous voulez, différents. Alors, il y a plusieurs raisons à ça, parce que, déjà, il y a des questions de niveau et donc d'apprentissage, mais c'est surtout que le métier technique est un moyen de réinsertion aussi, c'est-à-dire que l'éducation se fait aussi par la main et se fait aussi par l'apprentissage d'un métier. Voilà. Mais on a certains...
Si vous voulez, on a des... Bon, alors c'est un petit peu à la marge, mais on a des très belles réussites. Et moi, je pense à un enseignant qui me racontait récemment qu'il avait eu... Donc, il est parti à la retraite et il me racontait qu'il avait eu une élève en lycée STI, hein, vous voyez, technologique, qui vraiment, ça a été la pire. Elle a été très dure. Il a ramé donc avec elle pendant un an. Et d'ailleurs, elle n'a pas fini son bac chez nous. Et il la revoit 5 ou 6 ans après. Et il lui a dit, mais vous savez, c'est grâce à vous que j'ai aimé l'électrotechnique. Et maintenant, je suis en école d'ingénieur. Donc voilà, alors ça c'est des réussites si vous voulez qui sont extrêmement donc importantes. Tous ne le font pas, mais en tout cas on a à peu près 78% de réussite à nos examens, qui n'est pas le seul critère de réussite, parce que nous la vraie réussite c'est l'insertion donc dans la vie professionnelle, c'est trouver un métier, gérer un budget. Là vous avez des réseaux. Voilà. Là, vous avez des réseaux pour trouver. On a, mais... Et en plus, vous bénéficiez d'une assez bonne image. Moi, j'ai connu des chefs d'entreprise qui prenaient volontiers des apprentis d'Auteuil parce que ils ont une bonne image, ils sont bien conformes, quoi, ils sont bien sages. Je vais vous emmener dans un de mes établissements et vous verrez s'ils sont bien sages. Quand ils arrivent à l'entreprise, ils sont plutôt bien sages. Donc c'est pas, c'est-à-dire pas des trublions, quoi. Alors. Il y a deux choses qui peuvent alimenter ce que vous me dites. C'est que, d'une part, la mission d'Auteuil n'est pas de prendre forcément les plus délinquants des délinquants. Hein, voilà. Ouais. C'est-à-dire que c'est pas notre mission. On n'a pas de CER, par exemple. C'est pas notre métier. Alors, et puis, donc ça, c'est vrai que déjà dans le public, donc on accueille, ce sont pas des anges, mais par exemple, c'est pas des démons non plus. Mais si vous voulez, par exemple, les décisions de justice qui nous placent donc les jeunes, on est dans le cadre de la prévention toujours, hein, donc on n'est pas dans le cadre de la délinquance et de la grande délinquance de certains jeunes. Donc il y a, pour répondre à ce que vous dites, il y a effectivement d'une part donc cet aspect-là, et il y a aussi, mais parce que chaque association, chaque fondation donc a son style, et on a un style à nous, que les gens nous disent d'ailleurs, enfin les travailleurs sociaux nous le disent, qui est assez familial, il y a une ambiance, et voilà, qui donne peut-être cet aspect-là. Mais non, mais je vous invite à venir dans certains de nos établissements et vous verrez s'ils sont des petits gens. Bon, vous vous invitez dans le débat politique en publiant votre plaidoyer pour la jeunesse en difficulté. Tout à fait. Que vous avez adressé gratuitement à quelques milliers de responsables politiques. Tout à fait. Vous avez eu des réponses ? On a des réponses. On a eu des contacts avec donc des députés. On a des interviews donc avec un responsable politique. Et pour être dans du local et très local, c'est-à-dire pour la région parisienne, il y a eu par exemple 2 vice-présidents du Conseil régional d'Île-de-France qui ont été très intéressés donc par le document et qui notamment sur la question de la formation et de l'insertion des jeunes, puisque la tranche d'âge 18-25 est une tranche d'âge qui préoccupe à juste titre, et vraiment à juste titre, les responsables politiques, puisque c'est quand même eux qui sont au chômage d'une part, et qui sont quand même l'avenir de la France, parce que c'est bien eux qui vont payer nos retraites et qui sont quand même, s'ils peuvent, effectivement. Et donc on a eu effectivement, c'est un document, voilà. Il faut voir d'où il vient ce document. Hein. C'est essentiellement un document interne fondé sur l'expérience qu'on a. Et donc il y a beaucoup de contenu, comment dirais-je, qui vient de nos équipes, d'expérience de nos équipes. Nous, on n'a pas de vocation donc à donner des leçons ou à faire passer des débats, des discours politiques. Nous, on part de ce qu'on fait, de ce qui marche et de ce qu'on peut donc proposer. Et donc c'est une force de proposition extrêmement concrète. Donc de droite, de gauche, c'est pas notre problème. Nous, on a des jeunes, on a des gens des familles donc en grande difficulté, donc qui sont en souffrance. On a de l'expérience et on fait partager donc cette expérience. Donc les difficultés de la jeunesse, c'est économique, familial, social.
C'est les 3 volets. Voilà. Alors nous, si vous voulez, c'est pas un livre blanc sur l'ensemble de la jeunesse. On a fait modeste et on s'est concentré, je dirais, sur 3 sujets donc qu'on connaît donc particulièrement, qui est le problème de la déscolarisation, le problème des parents et le problème de l'accompagnement vers l'insertion professionnelle. Au départ, vous étiez à l'internat. Alors, effectivement, quand on parle de déscolarisation, l'une des réponses de la déscolarisation, c'était l'internat. Mais maintenant, la majorité de nos jeunes ne sont pas donc en internat. On garde toujours une part d'accueil, puisque dans les 13 500 jeunes dont je vous parlais tout à l'heure, eh bien, il y a des internes et il y a des externes. Et il y a maintenant plus de jeunes qui sont uniquement donc en formation chez nous ou dans des structures de rescolarisation plutôt que des jeunes internes. L'internat est une réponse, et d'ailleurs, dans la partie de la... C'est une réponse efficace. C'est une réponse efficace, c'est pas forcément la seule, mais c'est une réponse efficace. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, dans le constat qu'on a fait de ces 150 000 jeunes à peu près, parce qu'après on peut varier sur les chiffres, mais c'est 150 000 jeunes, eh bien, l'une des réponses, c'est effectivement l'internat. L'autre réponse qu'on fait sur cette question de la déscolarisation, parce que le collège est un lieu vraiment passerelle, c'est-à-dire qu'on récupère, si vous voulez, des jeunes qui sortent souvent du primaire à la limite de l'écriture et de la lecture, et il faut qu'en 4 ans, donc on arrive à les emmener vers un circuit qui peut leur apprendre donc un métier. Et donc, si vous voulez, ces jeunes qui sont déjà, en plus des difficultés scolaires, dans des situations familiales extrêmement complexe, si vous voulez, et qui que l'internat peut régler aussi. Oui, tout à fait. Je veux dire, par moment, c'est bien d'enlever les enfants de leur milieu. Mais tout à fait, mais ça a été d'ailleurs sur cette question donc de l'internat, il n'y a pas si longtemps, on ne proposait que ça. C'est-à-dire que les jeunes étaient forcément accueillis chez nous et formés chez nous. Et toute l'évolution de la d'apprenti d'Auteuil, ça a été de travailler dans la dentelle et d'adapter les bonnes solutions aux bons jeunes. Et donc de proposer l'internat quand c'était nécessaire, proposer des internats structurés, services sociaux, ce qu'on appelle des maisons d'enfants, quand c'était nécessaire, mais aussi développer des actions donc de demi-pensionnaires. Voilà, donc l'internat reste une proposition donc qu'on maintient. Et l'autre point donc très important, c'est qu'on travaille aussi et on fait des propositions pour réinventer le collège, parce que ces gamins qui sont nous on appelle ça des élèves clandestins, si vous voulez, c'est-à-dire qu'ils passent comme ça, ils sont un peu hors tout. Eh bien, c'est de trouver des modalités pour les remettre dans le circuit et les amener vers un métier. Nous sommes dans une économie de plus en plus virtuel. Oui. Les métiers manuels sont des métiers du réel. Oui. Comment vous avez évolué? Comment vous voyez votre avenir de ce côté-là? Vous allez former vous êtes obligé de former des informaticiens à tout crin et oublier les boulangers et les plombiers? Alors, on forme toujours des boulangers et des plombiers. Oui, je sais. On a quelques formations plus évoluées donc en informatique, mais vous savez, tout virtuel qui soit, ce monde aura toujours besoin de plombiers et de boulangers. Donc, voilà, donc je pense qu'il faut qu'on les prépare au monde virtuel et à les éduquer aussi, parce que c'est pas la connaissance qui est importante. Moi, vous savez, j'ai accueilli des jeunes dans un de mes établissements. Certains étaient des addicts de l'Internet et de l'écran. Et donc, il y a eu tout ce travail et on a eu des belles réussites d'ailleurs de comment gérer aussi ce lien donc à l'informatique et à Internet. Voilà. Donc, on essaye vraiment de s'adapter. Ce qui est très nouveau pour la Fondation, si vous voulez, c'est vraiment cette implication et ce travail avec les parents. Parce que quand on s'est appelé orphelin apprenti d'Auteuil pendant des années, s'appelait apprenti d'Auteuil et mettre les parents au cœur de l'action de la Fondation d'Auteuil, c'est effectivement une vraie évolution, mais c'est bien. Donc, les parents sont impliqués, ils se débarrassent pas des enfants, voilà, pour parler simplement. Non. Ils sont très demandeurs de soutien et il ne s'agit pas et ils ne se débarrassent pas donc des parents. Comme on se le disait tout à l'heure, il n'y a pas de mauvais parents, il y a des parents qui sont effectivement donc désemparés, mais ils sont vraiment associés et il y a même, si vous voulez, dans nos établissements maintenant des lieux ressources pour les parents, des lieux de vie où ils peuvent
voilà, avancer sur leurs difficultés, partager donc avec d'autres, et c'est vraiment donc une prestation qu'on souhaite leur apporter. D'accord. Pour en savoir plus, votre site www.apprenti au pluriel-auteuil.org. Tout à fait. C'est bien ça. Voilà. Richard Galissier, merci d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir parlé de l'éducation technique qui effectivement va être certainement l'une des clés de ce siècle. Bon courage pour votre action. À bientôt. Merci. Merci à vous. Et vous, chers téléspectateurs, merci de votre fidélité. À bientôt. Au revoir.